C'est pour ça qu'on a choisi de vous proposer 3 conférences. Donc la semaine dernière, nous avions une conférence sur le discernement, aujourd'hui le parcours ouvert et puis demain, nous aurons Rémi Ducrot sur les Fab Labs à 18h qui nous parlera aussi de tout ce qui sont autour de ces pédagogies innovantes. Ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui aussi, c'était de remercier vraiment vous qui êtes nos donateurs et qui nous permettez de pouvoir à l'ICAM avoir des projets comme celui du parcours ouvert. Parce que le parcours ouvert, on va le comprendre bientôt, mais c'est un véritable pari dans le sens où c'est un nouveau parcours de formation qui a été entièrement monté de A à Z en très peu de temps. Et ça a pu être fait parce qu'à un moment donné, on sait qu'on a le soutien de la Fondation qui vient et qui apporte le financement pour permettre à des chefs de projet de entièrement penser ce programme et le mettre en œuvre. Voilà, donc c'est clair que sans le soutien de la Fondation et le soutien des donateurs, ce genre de projet, soit on ne pourrait pas les faire, soit effectivement ça prendrait beaucoup plus de temps que ça a été le cas pour le parcours ouvert. Donc, on tenait vraiment à vous remercier chaleureusement à nouveau ce midi. Et puis, c'était aussi dans cette idée que nous souhaitions vous présenter les choses de façon un peu plus dans le détail. Donc, nous avons avec nous Anne Flautre, qui est directrice des études à Lille, à l'ICAM de Lille, et qui s'occupe du parcours ouvert. Donc, Anne est à Lille, moi-même, je suis à Paris. Et puis, nous avons Nicolas, qui est à Chennai, en Inde. Voilà, donc il est un peu plus tard pour lui. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on est parti sur cet horaire de midi parce que c'était justement un peu voilà l'heure qui nous permettait d'être tous ensemble de façon assez simple sans que ce soit trop tôt non plus dans la matinée. Et donc Nicolas qui est le responsable aussi de la formation en Inde, il va vous expliquer tout ça, mais qui est surtout chef de projet parcours ouvert depuis le début de cette aventure. Voilà, donc je vous laisse maintenant la main. Donc je crois que c'est toi, Anne, qui commence. Oui. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? On voit très bien ta présentation. Super. Bonjour à tous. Donc je suis Anne Flautre, directrice des études pour le parcours ouvert sur le site de l'ICAM de Lille. Et je vais avec Nicolas. Nicolas, tu peux te présenter rapidement? Tout à fait. Je suis très heureux d'être ici à plusieurs titres parce que la campagne de levée de fonds, ça me dit quelque chose, ça me fait plaisir d'y retrouver son ambiance puisque j'ai contribué à la campagne depuis en 2014 et aujourd'hui, donc je suis Dean of Engineering Education pour notre Loyola ICAM College of Engineering and Technology à Chennai à mi-temps. Et donc, avant même les confinements et avant même les problèmes de la crise sanitaire, le groupe ICAM avait mis en place pour moi un mi-temps à distance, et principalement online, où je suis sur le 50% restant chef de projet pour le parcours ouvert, en pilotant une équipe de 6 animateurs de domaine depuis Chennai, avec des déplacements en France en 2018-2019 et sans déplacement depuis 2020. Voilà. Voilà, merci Nicolas. Donc on a préparé avec Nicolas une quinzaine de slides pour vous présenter le parcours. Puis nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Voilà, alors le parcours ouvert a été conçu à première promotion en 2018. Donc c'est un parcours qui est au cœur des évolutions de la société, de l'entreprise et du métier d'ingénieur. On a voulu essayer d'être au plus proche du besoin des entreprises en développant la créativité et l'innovation, en développant une pensée critique pour résoudre des problèmes complexes, en développant chez l'étudiant un esprit de solidarité et d'éthique, de développer l'esprit d'entreprendre et s'ouvrir à l'interdisciplinarité et sous forme d'une forme d'agilité, aussi bien dans les manières de faire que dans les pensées, dans la posture. Donc, l'objectif pour nous, c'est de former des ingénieurs pour le monde de demain. Alors, on a aussi pris en compte l'évolution des profils d'ingénieurs, des profils d'étudiants,
auquel finalement ces nouvelles générations ont des attentes et des attentes en termes pédagogiques. On a donc mis en place des méthodes actives d'apprentissage et l'idée c'est d'apprendre en réalisant. On propose aux étudiants d'une expérience à l'international en développement autour de nos sites ICAM et développer des compétences linguistiques, s'ouvrir à la diversité d'étudiants d'origines diverses et de formations différentes, en mélangeant les savoirs et les expériences techniques et en partageant des cultures et des collaborations. L'idée, c'est vraiment de répondre à une diversité de profils, des élèves qui viennent d'horizons, tout horizon, avec un parcours interculturel et à l'international, autour d'une pédagogie active et engageante, basée sur des compétences et avec des expériences de stages, de nombreux stages en France et à l'international. Alors, le parcours ouvert, finalement, si on le résume, eh bien voilà, il a 4 piliers. C'est ouvert à des élèves ayant une ouverture scientifique et culturelle, ouvert sur le monde de l'entreprise avec des expériences professionnelles, ouvert à l'international et ouvert aux nouvelles approches pédagogiques. Alors, c'est un programme pluridisciplinaire qui est basé sur une pédagogie active. On s'appuie sur ce qu'on appelle des Problem-Based Learning, c'est-à-dire des PBL. Ce sont en fait des grandes études de cas, des situations problèmes qui sont posées en début de semaine aux étudiants sous une forme de question. Il y a une problématique à résoudre et l'étudiant, avec son groupe de travail, va chercher la résolution du problème. Ce problème va amener à avoir des conférences, il va avoir des travaux pratiques, il va avoir accès au Fab Lab pour trouver, chercher, comprendre où se trouve le problème et rendre compte avec son enseignant et avec son équipe et auprès de l'enseignant du domaine la solution qu'il a et qu'ils ont trouvée à la fin de la semaine. Voilà, donc donc on va combiner dans cette pédagogie des temps d'apprentissage individuel, des temps d'apprentissage collectif, des cours traditionnels, mais aussi de l'expérimentation sous forme de projets, soit par des travaux pratiques, soit des accès au Fab Lab, soit le grand projet du fil rouge de l'année. Alors, les 6 domaines de savoir à l'ICAM sont représentés puisque un PBL peut être soit dans un domaine, soit d'un domaine croisé, mélangé, enfin qui soit associé. Donc on a ici, tous nos domaines et de l'autre côté on voit voilà le génie mécanique, électrique, les mathématiques, informatique automatique, énergie, environnement matériaux, management, entrepreneuriat, organisation industrielle, sciences humaines et sociales. Donc tout ça va venir alimenter notre projet pédagogique et les étudiants, ils vont travailler en équipe, ils vont découvrir le management de projet, ils vont résoudre des problèmes complexes, ils vont apprendre en cherchant. Ils vont se mettre dans une classe active, ils vont être accompagnés et ils vont faire un apprentissage différencié et diversifié parce que ils vont croiser aussi lors des projets beaucoup d'informations et beaucoup de savoir. Donc les projets qui sont un peu les fils rouges de l'année, vous avez donc le projet drone pour la première année, un projet bateau qui court sur les 2 ans, sur l'année de O1 et de O2. Ce projet, excusez-moi, je peux plus, Nicolas, faut que tu le prennes. Excusez-nous. Donc, ce que disait Anne, c'est que le projet bateau, on a une année entière qui est consacrée à la conception d'un bateau, dont l'objectif est qu'il flotte et qu'il avance. Et la réalisation du bateau se fera sur la 3e année, en année O2.
Et les équipes qui ont conçu le bateau ne sont pas celles sur la 3e année qui réalisent le bateau. Ça veut dire qu'en début de 3e année, chaque groupe d'étudiants récupère la conception d'un autre groupe, se l'approprie et fabrique selon l'idée de l'autre groupe, qui développe aussi l'agilité. Et donc, on est en ce moment sur l'année 2020-2021 avec la première promotion à la fin du premier semestre du projet bateau. Et on voit toute la difficulté pour une équipe d'étudiants d'assumer les choix de conception d'une autre équipe. Et en 4e année, en O3, le projet fil rouge de l'ensemble de l'année, c'est la conception d'un habitat low-tech, donc le moins énergivore possible, avec le plus d'innovation possible sur le champ d'action est le plus large et le plus ouvert possible. On n'a pas voulu avoir un cahier des charges qui soit fermé ou qui soit strict. Les élèves pourront apporter leurs propres idées au fur et à mesure de la conception, que ça soit sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'énergie, bien sûr. Le point de départ, ça sera quand même les matériaux et puis donc la structure de la maison. Et ensuite, liberté créatrice pour les étudiants. Et sur le 2e semestre, on devrait pouvoir partir d'un prototype qui sera un container sur chaque campus ICAM et remplir ce container des innovations conçues par les étudiants pour avoir une sorte de showroom ou une présentation sur les campus ICAM, en France, mais dans le monde, évidemment, sur tous nos campus, de ce que peut être l'habitat de demain, en prenant en compte les contraintes locales, c'est-à-dire que pour des questions d'isolation, des questions de matériaux, des questions d'énergie, on ne retrouvera pas la même chose à Douala ou en France, ou à Recife, pour des questions de climat, mais aussi d'accès à des ressources. Et c'est la mise en commun de tout ça qui va faire la richesse du projet. Peut-être il faut que je perde 30 secondes pour partager mon écran à moi. Et alors, je ne sais pas si en partageant mon écran… Voilà, on est désolé. Hein, Anne, elle a eu un problème. Je ne peux pas partager mon écran puisque Anne… Alors, on va lui demander si elle peut se couper. Alors, est-ce que tu peux te couper, Anne? Ça y est, je vais revenir, c'est bon. Excusez-moi. Vas-y, mais écoute, tu sais, tu peux fermer et puis Nicolas continue, c'est bon. C'est bon pour toi, Nicolas, c'est bon? C'est bon. Il faut juste que tu puisses, toi, te couper pour que lui puisse récupérer la main. Je suis vraiment désolée. T'inquiète pas. Voilà. C'est bon. Déconnecte-toi entièrement et puis voilà. Excusez-nous, hein, il y a eu une petite urgence personnelle de son côté Voilà, Nicolas, normalement, toi, tu dois pouvoir reprendre la main. Super. Ça, c'est la… Alors, on en était où? Voilà. Super. Voilà, on en était ici. Donc, un programme pluridisciplinaire est basé sur des pédagogies actives, des cours, des PBL et un projet fil rouge. Une autre dimension importante, c'est l'approche par compétences. Et l'approche par compétences vient vraiment changer toute la question de l'évaluation des étudiants depuis la première année jusqu'à la dernière année. On a fait le choix de démarrer tout de suite sur une approche par compétences. Tout de suite, ça veut dire dès la première année OP, de ne plus se baser sur un système de notes et donc définir des acquis d'apprentissage intermédiaires qui vont se consolider au fur et à mesure, arriver vers des objectifs d'apprentissage par matière, par année, et à la fin des 4 premières années, donc du premier cycle du parcours ouvert, arriver vers ce qu'on appelle des résultats d'apprentissage et qui à chaque fois sont des expressions d'un savoir mélangé avec un savoir-être et avec un savoir-faire dans une situation donnée et qui doit être évalué en situation. Donc, cette séparation entre savoir théorique et technique, savoir-faire et savoir-être
n'est pas nouvelle, elle a toujours existé, mais la nouveauté réside dans l'évaluation comment dire, de formaliser des résultats d'apprentissage qui sont donc avec des verbes d'action, des verbes de savoir, par unité d'enseignement, par activité d'apprentissage, pour qu'à la fin, on soit capable de mesurer l'atteinte ou non d'objectifs d'apprentissage. Et on est sur 4 niveaux. Donc, on a un niveau non acquis, on a un niveau en cours d'acquisition, on a un niveau acquis et on a un niveau dépassé. C'est une nouveauté forte qui, sur laquelle on est encore dans la phase de conception, et ça peut paraître bizarre parce qu'on a déjà des étudiants avec nous, mais pour prévoir l'atterrissage à la fin de la 4e année, on a encore eu des réglages d'ingénierie pédagogique à faire sur cette question de l'approche par compétences. Donc, quand on parle du parcours ouvert, de temps en temps, on va parler d'abord des 4 premières années, qui sont nos années O, OP, O1, O2, O3 pour ouvert. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne délivre pas de diplôme à la sortie de l'année 4 et qu'on est bien sur la récupération des parcours diplômants de l'ICAM qui sont soit la formation ingénieur, soit la formation intégrée, soit la formation apprentissage. Et que donc, à la fin de la 4e année, les étudiants du parcours ouvert se déversent sur la formation intégrée ou sur la formation apprentissage et on leur laisse le choix. Qui fait donc qu'ils arrivent en I4 ou A4 et qu'ensuite, ils vont terminer sur l'année I5, A5. Et donc, on est sur un parcours en 6 ans. La première année est une année qu'on appelle préparatoire, de découverte aussi des nouvelles méthodes pédagogiques, mais qui aussi est une année qui permet de faire de créer une promo avec des profils différents, puisque comme Anne l'a dit, même si maintenant, avec la réforme du bac, il n'y a plus de bac scientifique ou de bac littéraire, mais jusqu'à aujourd'hui, on accueille sur le parcours ouvert des bacheliers qui peuvent avoir un bac littéraire avec une option maths. Et donc, on a besoin d'alignement et de remise à niveau pendant l'année préparatoire. Pour certains, et qui d'autres peuvent être des remises à niveau dans d'autres domaines, et sur le premier semestre, de se concentrer sur la cohérence de la promotion. En année 2, on va continuer dans les savoirs techniques et scientifiques, mais on va aussi augmenter la part de préparation à l'interculturel et préparer vraiment le choix des étudiants de départ sur un campus à l'étranger pour l'année O2. L'année O2, c'est l'année où les premiers départs à l'étranger sont possibles pendant une année, mais exceptionnellement pour l'année 2021 et là pour l'année 2020 avec la crise sanitaire qu'on a connue, on a reporté les départs de l'année dernière à l'année prochaine en espérant que ça sera possible et on les réduira à un semestre étant donné les circonstances actuelles. Puis l'année 4, c'est la poursuite de ces échanges internationaux entre les campus. La condition, c'est que sur l'ensemble des 2 dernières années, donc l'année O2 et l'année O3, le départ à l'étranger est obligatoire une fois. Donc, s'il n'est pas fait en O2, alors il doit se faire en O3. Et ce que j'ai pas dit, mais qui est quelque chose qui est fondamental dans toute formation à l'ICAM et qui est un des piliers de l'ICAM, c'est la proximité avec le monde de l'entreprise. Et donc, dès l'année OP, on a un premier mois pas forcément en entreprise, mais de stage d'une expérience dans une organisation qui peut être une organisation associative, mais d'une découverte du monde du travail. En année O1, 2 mois de stage. En année O2, 3 mois de stage.
et à l'international. Et en année O3, 3 mois de stage, mais qui ne se, en fonction des parcours choisis et en fonction des expériences précédentes qui seront obligatoires ou pas. Les questions de l'international, donc au cœur du parcours ouvert. Oui, et puis on a justement des questions dans le chat à ce propos. Donc voilà, c'est bien de faire un focus sur cet élément, je pense. Alors, super, Pauline. Je vois pas le chat avec mon écran qui est C'est plein. pour ça que je te le dis. Ça vient à point nommé. Donc, si tu penses qu'on prend une question pendant la présentation, aucun souci. Hein, tu me diras. Pas de problème. Donc, en France, pour les campus en France, on a le souhait d'accueillir des élèves étrangers qui auraient des parcours qui les amènent en France ou des familles françaises qui ont vécu à l'étranger pendant très longtemps et qui sont peut-être à l'étranger et dont un enfant réfléchit à un parcours d'enseignement supérieur en France. Donc, il y a aussi c'est un profil intéressant. Et ensuite, à partir de l'année, la troisième année, donc de l'année O2, on va avoir sur chaque campus la création d'une promo constituée, d'une nouvelle promotion constituée de quelques étudiants venant des autres campus. Et donc, on va avoir une promo complètement interculturelle. À Lille, par exemple, on va avoir un certain nombre d'étudiants qui seront partis de Lille, d'autres qui seront restés, et d'autres qui vont venir de Douala, d'autres qui vont venir de Recife au Brésil. Et au fur et à mesure que les nouveaux campus s'ouvriront, il y a des études en cours en ce moment à Quito, en Équateur, à Manille, aux Philippines, et j'espère bien qu'on va réussir à concrétiser quelque chose en Inde. Ces étudiants-là viendront rejoindre une promo sur un site français, mais ça sera évidemment la même chose sur leur site à eux. Et donc, à partir de l'année O2, chaque promo sera complètement international. Et pour pouvoir faire ça, il faut aussi avoir un focus sur la capacité d'enseigner en anglais, à la fois la capacité d'enseigner, mais aussi la capacité de suivre la formation en anglais. Et donc, cette capacité va se faire de manière progressive. On a 25% de nos enseignements dès l'année OP en anglais. Alors, aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore exactement à 25%. On est un petit peu moins, mais on va tendre vers ça. 50% des enseignements de l'année O1 qui sont dispensés en anglais, quels que soient les pays, quels que soient les campus, les sites de l'ICAM. Et on bascule à partir de l'année O2 à un enseignement full English sur tous les campus. Donc, pour ceux qui connaissent cette carte, parmi nos donateurs ou parmi les amis de l'ICAM, aujourd'hui, ça, c'est l'implantation de l'ICAM à travers le monde, avec 6 campus en France, un campus à Douala depuis 2004, un campus au Congo à Pointe-Noire depuis 2002, Kinshasa, donc, qui a ouvert en 2019, l'Inde, qui est un partenariat avec le Loyola College, où je suis aujourd'hui, qui a ouvert en 2010, et le Recife au Brésil, qui a ouvert également en 2019. Et quand on regarde cette même carte pour le parcours ouvert, aujourd'hui, on a démarré le parcours ouvert sur les 4 sites en France de la formation intégrée, à Douala et à Kinshasa pour l'Afrique, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale avec Kinshasa, et Recife au Brésil. Donc, les petits pointillés noirs, ce sont les échanges d'étudiants qui auraient dû démarrer en septembre dernier et qui vont démarrer en septembre, on l'espère fortement, en septembre 2021. Et on travaille sur l'ouverture du parcours ouvert en Inde depuis plusieurs années, mais c'est en cours. Et on a 2 études. Il y a une décision qui a été prise pour ouvrir le parcours ouvert à Quito, en Équateur, en septembre 2021. Et donc, une équipe en ce moment travaille sur spécifiquement l'ouverture à Quito. Et une étude de faisabilité est toujours en cours pour démarrer le parcours ouvert à Manille, dans l'université d'Ateneo, aux Philippines.
Un parcours inscrit dans la tradition inassienne, c'est vraiment un parcours de l'ICAM, fidèle à la tradition de l'ICAM et donc à la tradition inassienne, à la rencontre des autres et du monde, ce qui est vrai aussi dans toutes les formations, mais avec plus de moyens de le concrétiser. Faire partie du monde qui change et varié, en créant un projet de vie pour les autres et avec les autres. Et avec le fait de se déplacer, c'est aussi en déplaçant son centre de gravité et en vivant là où donc ce qu'on appelle les autres peuvent être. Que pour les Français à l'étranger et pour les autres pays ou pour les autres campus, également venir en France pour connaître, pour voir, pour découvrir et pour être immergé dans une réalité culturelle différente. S'impliquer dans le monde pour apprendre de celui-ci et en même temps pour le transformer. On garde cette vision toujours de l'ingénierie CAM concret, capable de transformer l'environnement dans lequel il vit. Et donc, ce qu'on dit là depuis je ne sais plus combien d'années, cette slogan à l'ICAM d'être acteur de sa vie, mais aussi être acteur des transformations de l'entreprise et de la société autour de nous. Comprendre le monde qui nous entoure, découvrir la fraternité, et nous l'espérons, vivre des expériences fortes en partant à l'étranger et donc devenir citoyen du monde. Quelque chose qui est important aussi avec les pédagogies actives, avec les profils des étudiants qui peuvent être légèrement différents des étudiants qui choisissent le parcours apprentissage ou le parcours intégré, la posture de l'enseignant doit changer. Si la manière d'enseigner change, si les jeunes qui sont dans la salle de classe changent, alors forcément la posture de l'enseignant doit changer. Et quelque chose d'important, c'est passer de traditionnellement ce qui a été pendant longtemps la transmission d'un savoir, le rôle de l'enseignant c'était la transmission d'un savoir, dans le cadre du parcours ouvert, à l'accompagnement de l'apprentissage fait par l'étudiant. Et donc l'apprentissage de compétences. Et cet accompagnement, il est forcément individualisé et personnalisé et il s'appuie sur les jalons qui sont les acquis d'apprentissage qui ont été identifiés, élaborés lors de la démarche compétences dans la conception du parcours ouvert et qui sont autant de jalons sur lesquels l'étudiant doit s'appuyer pour progresser, pour passer de son année OP à l'année O1, à l'année O2, à l'année O3. Et cet accompagnement va s'appuyer sur des évaluations formatives qui viennent préparer des évaluations certificatives. Donc, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on rentre dans le concret de notre évaluation, mais en tous les cas, pour dire que on peut avoir des évaluations qui peuvent être des devoirs, qui peuvent être des soutenances de projets, qui peuvent être des rédactions de rapports, qui vont être évaluées, mais de manière formative. Ça veut dire pour être capable de situer l'étudiant à un moment et que cet étudiant prenne conscience de son niveau en toute transparence avec l'enseignant et que ça soit considéré uniquement comme une information. Ce n'est pas, on n'aura pas le droit d'utiliser cette évaluation lors d'un jury final pour pouvoir dire qu'un étudiant obtient ses crédits ou n'obtient pas. Cette évaluation va servir à situer et donc à mesurer les progrès nécessaires ou à se rendre compte d'un acquis de compétences déjà acquis. Dans ces cas-là, comment on fait pour aller plus loin? Et ça, c'est du formatif. Et ça va préparer du certificatif qui, pour le coup, en situation, on vient acter à un moment donné que réellement la compétence est acquise et que donc on va pouvoir attribuer les crédits ECTS et les crédits ICAM qui vont valider le diplôme à la fin du parcours. Pour faire ça, on s'adapte à des différences individuelles au sein d'une promo, mais il va falloir s'adapter dès l'année prochaine aux des différences culturelles avec des étudiants de différentes cultures dans la même promotion et s'adapter à des différences sociales, ce qui est le cas à l'ICAM depuis toujours. Plus on créera un cadre pédagogique compatissant ou un cadre pédagogique compatissant, et plus ça sera facile.
Après, on a le lieu de la mise en exercice, qui est la classe évidemment, mais aussi le Fab Lab. On va avoir un nombre d'heures de face-à-face pédagogique assez important et plus important que dans les autres formations dans le Fab Lab. C'est le lieu des projets, du projet fil rouge de l'ensemble de l'année. C'est aussi cette volonté de former des jeunes innovants et créatifs, et donc en leur donnant un moyen, donc le Fab Lab, à disposition pour inventer des solutions réalisables et donc des prototypes qui marchent. Fixer des objectifs clairs et des étapes précises, ça c'est tout l'agencement des acquis d'apprentissage progressif vers les résultats d'apprentissage, vers les compétences, les 13 compétences qui ont été définies par l'ICAM. Mettre en œuvre de nouvelles technologies, se mettre en exercice pour exercer ses compétences en situation, relire les pratiques, mieux se connaître, mieux savoir ce qu'on doit faire, et favoriser les séminaires et les cours virtuels avec l'international. On a quelque chose qui est très intéressant qu'on a démarré l'année dernière avec la première promotion et qu'on développe maintenant pour toutes les promotions. C'est on termine tous nos PBL, donc le Problem Based Learning. La phase retour va être la phase où le groupe d'étudiants présente sa solution, et on a créé à l'ICAM une phase supplémentaire le jour d'après où on va mettre pendant 2 heures de meeting international tous les élèves de différents campus qui ont fait le même PBL pendant la même semaine, pour que des représentants d'un campus présentent aux étudiants d'un autre campus les solutions auxquelles ils sont arrivés, les conclusions auxquelles ils sont arrivés, les difficultés par lesquelles ils sont passés, et pour voir en quoi ça fait écho à la recherche des autres étudiants d'un autre campus, en quoi il y avait des différences, en quoi il y avait des points communs, et comment, à partir des différences dans la recherche qui a été menée, on peut aller plus loin que le problème qui a été posé. Et en fin de semaine, en 2 heures, à la fin de chaque PBL, on a une séance comme ça de capitalisation intersite où les étudiants de Douala sont en contact direct avec les étudiants de Lille, de Nantes, de Toulouse ou de Sénart ou de Récif, et se rendent compte qu'ils sont en train de faire communauté, qu'ils ont une communauté éducative, qu'ils sont en train de la construire, qu'ils ont travaillé sur le même sujet, et qui, de temps en temps, apportent les mêmes réponses et de temps en temps apportent des réponses différentes. On a des petites vidéos qui sont assez bien faites, qui montrent ça sur notre site internet. On avait envoyé il y a quelques jours une newsletter sur le parcours ouvert que vous avez normalement reçue et peut-être lue. Et sur cette news, vous aviez les liens sur la vidéo. Sinon, il vous suffit d'aller sur le site de l'ICAM et de regarder le parcours ouvert, parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir. Enfin, la vidéo est courte, mais je trouve rend bien compte de ce que tu viens de décrire, Nicolas. Voilà, du fait que on a des étudiants à Douala qui travaillent d'un côté, et là c'était des étudiants, je crois, à Nantes qui travaillaient, et comment ils mettent ça en commun, comment ils mettent en lien, ce que ça leur apporte à chacun. Voilà, ça montre vraiment la richesse de ce parcours. Donc, je peux aller vite et dire quand même qu'effectivement, c'est une audace. Ça a été une audace pour le groupe ICAM de démarrer. Aujourd'hui, on en mesure déjà un nombre d'intérêts importants, et c'est la même formation pour toutes les écoles ICAM à travers le monde, avec des élèves différents de par leur culture, de par leur nationalité, mais aussi de par leurs horizons précédents. Des nouvelles approches pédagogiques, des enseignants qui vont devenir de plus en plus des éveilleurs plutôt que des transmetteurs. Donc, pour ça, des élèves qui apprennent par eux-mêmes, une planification commune dans l'ensemble du monde, avec aussi des problèmes de décalage horaire, évidemment, et l'anglais comme vecteur de communication. Donc, actuellement, pour l'année scolaire 2020-2021, il y a 455 étudiants du parcours ouvert sur 7 sites différents, 4 en France, 2 en Afrique, 1 au Brésil à Récif. Et la promotion OP de Récif, on connaîtra les effectifs qu'en février, puisque au Brésil, l'année académique démarre au mois de février.
Et donc, on a un décalage de 5 mois sur la première année qu'on rattrape en septembre de leur première année. Et pour finir, on est en train de finir en ce moment, on est en train de finir la conception de l'ensemble des contenus du parcours ouvert qui sera fini, admettons, en février 2021. Ça a démarré en 2017. Donc, moi, j'ai coordonné la conception et je me suis appuyé sur 6 animateurs de domaine, chacun spécialiste dans son domaine scientifique. Ce qui a été d'une grande richesse, c'est la collaboration permanente pendant la conception, puisqu'on avait en fait une équipe par domaine avec des représentants de chaque campus pour produire un même contenu. Parce que je ne sais plus si on a eu l'occasion de le dire ou pas. On n'a qu'un seul contenu qui a été fait par une équipe de concepteurs qui ensuite est donné aux enseignants de chaque campus et les enseignants récupèrent un contenu qui n'a pas été produit par eux, mais qui le récupèrent et ensuite le font vivre avec leurs étudiants de la même manière partout. Et au final, aujourd'hui, on arrive à une conception de 70 PBL, de 2 hackathons, donc de 4 projets d'un an, les projets dont on a parlé tout à l'heure, qui représentent environ 2600 heures de contenu. Et ça, forcément, en termes de ressources qu'il a fallu mobiliser pendant 3 ans, ça représente en termes de personnes, donc les animateurs de domaine qui sont mobilisés à 50% de leur temps sur le parcours ouvert, moi-même qui a été mobilisé à 50%, des prestations importantes pour nous aider à mettre en place des PBL. Qu'est-ce qu'un PBL? Des prestations pour nous aider à mettre en place la démarche compétences, des contenus spécifiques qui ont pu être sous-traités à des experts pour pouvoir avoir une expertise dans quelques domaines bien particuliers. Tout ça, c'est un investissement de 3 ans qui a été possible grâce aux dons que reçoit la Fondation Ferron-Vros et que la Fondation Ferron-Vros a doté d'une subvention spécifique le groupe ICAM pour le parcours ouvert à partir des dons reçus. Et donc, il y a juste quelques photos pour dire, ça, c'est le Fab Lab, c'est le pavillon maker de Récif. Et donc, photo réelle, les couleurs sont un peu du montage, mais la photo, c'est vraiment le pavillon maker de Récif. Et juste un petit clin d'œil pour dire qu'on peut pas décliner notre parcours exactement de la même manière. C'est pas possible dans tous les pays. Parce il faut qu'on s'adapte à la culture du pays. Il faut qu'on s'adapte à la compréhension de l'enseignement supérieur d'un pays. Et donc, par exemple, ce que nous, on a appelé parcours ouvert en France, on ne le traduit pas en anglais. Et on va utiliser soit le parcours ouvert français quand on est à l'étranger dans des pays d'autres langues, soit on va utiliser une traduction qui correspond le mieux à la réalité du pays. Et pour le Brésil, on dit Engenharia da Complexidade, c'est donc l'ingénierie de la complexité, qui veut dire parcours ouvert en fait. Et donc ici, on est à Douala avec ce fameux drone du projet de la première année que les étudiants ont démonté, remonté, ajouté des fonctionnalités sur le drone sur l'ensemble d'une année. Et voilà, je ne sais plus si c'est la première promo ou la deuxième promo de l'Institut UCAC-ICAM à Douala. Est-ce qu'on a le temps de prendre des questions? C'est peut-être le plus intéressant. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas, et Anne, pour cette présentation qui vous a, je pense, donné vraiment les précisions sur le parcours ouvert avec plus de finesse, je dirais, et vraiment, voilà, vous ayez une idée très précise de ce qu'il en est. Alors, on avait donc la question sur l'international, mais je pense que tu y as répondu dans la slide, et on avait une autre question donc de Monsieur Rousseau, toujours. Je pense que c'est un papa d'un étudiant ou d'une étudiante qui nous dit, voilà, dans le cadre de l'épidémie Covid, le gouvernement français autorise le présentiel pour les TP. Avec la pédagogie active du parcours ouvert, on peut supposer qu'il a donc été facile, entre guillemets, de justifier le présentiel plutôt que le distanciel. Qu'en a-t-il été en pratique? Alors là, c'est peut-être Anne, toi, qui peux nous dire exactement. Moi, il me semble qu'effectivement, il y a eu pas mal de TP qui ont été réalisés à l'ICAM,
mais à mon avis, tu auras plus d'infos que moi. Oui, bonjour monsieur. Alors, on a fait venir, alors je ne sais pas sur quel site, parce que tous les sites, on n'a pas eu les mêmes autorisations en fonction du rectorat. Nous ici à Lille, nous avons eu une petite fenêtre de 2 heures dans laquelle il a fallu, le rectorat nous a demandé le vendredi après-midi si quels étaient les TP indispensables pour nos étudiants. Et nous avons tout de suite traduit la formation du parcours ouvert en TP et donc on a pu faire revenir tous les étudiants après les vacances de Toussaint pour les TP, les TD, puisqu'on a montré que finalement c'était des petits groupes. Ça n'a pas été tout à fait le cas pour le site de Paris-Sénart, de Nantes et de Toulouse, parce que le rectorat n'a pas fait les mêmes demandes et n'a pas posé les mêmes conditions. Ce qui fait que ça a pris du retard. Je sais que sur Nantes, ils sont uniquement en TP. Sur Paris-Sénart aussi, et sur Toulouse doivent être, je pense, revenus sur site. Voilà, vous êtes à Toulouse, oui. Donc je m'avancerai pas plus que ça, mais on a eu une difficulté pour l'harmonisation parce que chaque département n'avait pas ne donnait pas les mêmes consignes. Et nos collègues de Toulouse, en l'occurrence, ils ont dû donner beaucoup de justificatifs. D'accord. À Toulouse, on n'a pas été à Lille, ils ont été beaucoup plus. Enfin, ils ont été beaucoup plus simple en fait. Simple. Ça a vraiment été très simple. Voilà. Alors, on a une autre question autour du nombre d'étudiants par site. Alors ça, c'est la slide que tu. Il y a une question aussi sur la mobilité aux 2 ou 3 qu'on n'a pas répondu. Je voulais bien répondre, monsieur, aussi pour la mobilité. Effectivement, vous nous posez la question, on devait partir 2 ans et puis on peut plus tout à fait. Nous avons un vrai souci dû au Covid et c'est pratiquement la seule explication. Le retard des sites, y compris en Inde, enfin les sites à l'international, internationaux plutôt, ont pris du retard parce que les négociations, les discussions, la mise en œuvre n'a pas pu se faire, ce qui fait qu'on a trouvé un arrangement pour proposer aux élèves de partir par semestre et donc en fonction des années ça sera, mais c'est tout à fait provisoire, hein. On a posé cette condition que pour les élèves 2014, 2015 et 2016 en espérant que pour les 2017 on n'aura plus ce souci. Je pense que ça va bien se passer puisque à Quito, ça se présente bien. On va ouvrir très certainement, c'est même sûrement en septembre 2021. Dès que en Inde l'épidémie se calme, Nicolas va nous faire un truc super bien. Et puis pareil, on a le souci avec l'Athénéo, parce qu'à l'Athénéo là ils sont complètement fermés aussi. Donc on ne peut plus ni discuter ni négocier. Donc effectivement, pour tenir notre promesse, c'est un petit peu compliqué dans ces circonstances actuelles. Voilà, mais on fait tout ce qu'on peut. On s'en occupe vraiment. C'est vraiment une grosse préoccupation. C'est un gros souci. Mais on trouve des solutions. Alors la question de Monsieur Giard, c'était en fait, je crois, ce que tu avais montré, Nicolas, dans la slide de tout à l'heure autour des étudiants du parcours ouvert par promo, par site. Donc je ne sais pas si peut-être on peut revenir sur la slide. Alors, ça dépend aussi si la question c'est actuellement ou si c'est l'objectif. On a une trajectoire de 60 étudiants par site, 66, enfin 60 étudiants représenteraient un chiffre nominal par promotion. Et on a démarré une première promo qui démarre pour un premier site. En moyenne, il y a peut-être 20 étudiants, la première promo. Puis Lille, Nantes, qui sont donc et Douala, sauf Douala qui a démarré tout de suite avec 50 étudiants. Au bout de la deuxième année, la deuxième promo peut avoir une trentaine d'étudiants, la troisième promo une quarantaine d'étudiants,
Toulouse est arrivé à 40 étudiants dès la deuxième promo. Et donc, on va voir ce que ça donne après, mais on va atteindre ces 60 étudiants progressivement. Et le Brésil a démarré avec seulement 11 étudiants pour la première promo. Et ils sont en ce moment dans la campagne de recrutement de la deuxième promo. On voit aussi que ça devient de plus en plus connu aussi, hein, je crois, dans les opérations de recrutement que vous pouvez faire. Voilà, le parcours ouvert commence à prendre de l'ampleur, à être bien connu auprès des étudiants. Ils sont assez friands aussi, hein, de ce parcours quand ils viennent ou quand ils se connectent maintenant à nos journées portes ouvertes à distance. Mais voilà, c'est vrai qu'en l'espace de très peu de temps, finalement, ce parcours s'est véritablement installé à l'ICAM. Moi, j'ai cette impression, en tout cas. Elle est peut-être un peu tronquée, mais c'est vrai que j'ai le sentiment que voilà, désormais, c'est quelque chose qui est très, très bien installé à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit pour les étudiants, pour les collaborateurs et pour les professeurs. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes avant qu'on puisse vous libérer et retourner chacun dans nos journées ou nos fins de journée, hein, pour ceux qui sont à quelques milliers de kilomètres de nous. Alors, y a-t-il beaucoup de candidats? Oui et non. Ça dépend de ce qu'on appelle beaucoup. On n'en a jamais assez. On a beaucoup de candidats. Vous savez qu'à l'ICAM, on peut candidater sur plusieurs... on fait des choix multiples. Donc, on a beaucoup de candidats sur le parcours ouvert. La grande difficulté, c'est de déceler les candidats qui sont adaptés au parcours. Alors, je vais vous donner un exemple concret. J'ai un élève aujourd'hui qui est en I1, qui avait candidaté en OP et en I1, et qui a choisi I1, la classe intégrée, et au bout du semestre, il se dit, mais zut, c'était pas la pédagogie, la classe intégrée, c'est pas celle que j'attendais. Je regrette. Je vois mes camarades de OP. Et est-ce que je peux retourner et je peux revenir dans le cycle parcours ouvert pour le deuxième semestre? Voilà, la grande difficulté, c'est celle-ci, c'est de bien sélectionner les étudiants pour qu'ils fassent le bon choix. Alors, c'est pas le temps de sélectionner parce qu'on peut pas choisir pour eux, mais de bien déceler avec eux, de bien discuter ensemble sur les orientations. Parce que il y a bien, il faut être autonome, il faut avoir envie de travailler par soi-même, il faut être curieux. Voilà, chaque parcours à l'ICAM a son profil d'étudiant. Et le parcours ouvert a aussi son profil d'étudiant. Enfin, voilà, l'étudiant doit bien connaître le parcours. Par contre, ce que je peux vous dire, et en toute sincérité, c'est que je n'ai pas d'étudiants qui regrettent la formation. D'ailleurs, on n'a pas de départ. On n'a pas d'élèves qui, au cours de la première année, disent je quitte. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est qu'ils sont bien à leur place. Voilà. Est-ce que je peux répondre à la question, y a-t-il beaucoup d'étudiants? Merci Anne pour cette précision. Effectivement, on sent que les étudiants qui sont dans le parcours ouvert sont tout à fait épanouis et ravis. Donc, y a-t-il des échecs au bout d'un an? C'est la question de Monsieur Gierge. Alors, des échecs, pour l'instant, on n'a pas d'échecs. On n'a pas d'échecs. Non, on n'a pas. On a. Non, on peut pas. Non, on n'a pas on n'a pas d'élèves qui soient vraiment en difficulté. Sincèrement, moi, j'ai eu un élève qui a été qui s'est réorienté tout seul à la fin de la première année. Je crois qu'à Toulouse, à Nantes, c'est à peu près la même chose. Bon, voilà. Si on compare avec les autres parcours intégrés ou apprentissage, on n'est pas ni mieux ni moins bien, mais on est plutôt mieux. Pas dire mieux. Non, je pense que la pédagogie, elle est adaptée. Voilà.
Elle est adaptée. Et comme on l'a expliqué, on est quand même très proche des étudiants. Ils sont donc les enseignants ont fait des cours de soutien. On n'a pas parlé de cette approche, mais au-delà des enseignements, des cours de PBL, il y a ce qu'on appelle des temps d'harmonisation et les étudiants ont des cours, des heures de soutien par semaine. Il y a 1 heure de soutien pour tous les étudiants en fonction. Alors ils vont dans des domaines différents pour les aider. Donc c'est plutôt bien ça. Ça aide à la réussite. Je peux peut-être aussi rajouter que la question de l'échec, c'est difficile c'est pas 0 ou 1, et que nous, à l'ICAM, l'objectif, c'est vraiment que si on accueille un étudiant, si on l'admet, c'est qu'on est convaincu qu'il est capable de réussir. Et que donc, il faut qu'on se donne les moyens de l'accompagner. Mais le verdict, c'est au moment du diplôme. C'est en I5 ou en A5. Et donc, on est quand même conscient sur le parcours ouvert qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant et qu'on va rester, très vigilant parce qu'on n'a pas encore eu une première bascule de nos étudiants à la fin de O3 vers I4 et vers A4. Et que le seul moyen de les diplômer, c'est de passer par I4A5 ou A4A5. Aujourd'hui, tel que la commission des titres de l'ingénieur en France nous donne la possibilité à l'ICAM. Donc, on est confiant. L'avantage du petit nombre, c'est aussi qu'on va pouvoir avoir un accompagnement individualisé plus important en cas d'un étudiant avec plus de difficultés. Mais c'est, je crois, le cas pareil. Enfin, c'est tout le temps pareil quand on démarre un nouveau programme, un nouveau produit, on démarre avec du petit nombre. Et aujourd'hui, on a tous nos étudiants qui sont dans le flux, qui sont en train d'acquérir leurs compétences au fur et à mesure. Mais là encore, on est dans une telle nouveauté puisqu'on n'a pas ce référentiel de notes pour permettre de comparer avec une autre classe, puisqu'on est sur notre propre système qu'on a créé, mais on pense qu'il est bon. On n'a pas de raison de penser qu'il n'est pas bon, mais on le saura un peu plus dans quelques années. Et donc, on va accompagner nos étudiants vers le diplôme en I5 ou en A5. Et quand on a un étudiant à la fin d'une première année, mais c'est la même chose en intégré ou en apprentissage, et donc c'est la même chose en OP, sur lequel on va demander une réorientation, c'est parce qu'on acquiert à un moment donné l'intime conviction que ça serait de le laisser à l'ICAM, ça serait le mettre en échec par rapport au futur diplôme. Et qu'il mieux vaut partir, dans ces cas-là, dès au bout d'1 an. Et c'est 1 ou 2 cas par an qui peut se produire. On nous demande aussi si l'obtention du titre d'ingénieur ICAM, n'a pas posé de difficulté. Je crois pas. Hein. Non. On n'a pas de souci avec la commission du titre d'ingénieur parce que les étudiants du parcours ouvert rentrent directement en 4e et en 5e année. Donc, ils vont sortir soit ingénieur intégré, soit ingénieur par apprentissage. Lors de notre dernière audition, on a présenté notre parcours et la commission des titres a accepté de nous laisser, comment on peut dire, innover cette approche. Voilà, donc on ne se fait pas de souci parce que je pense qu'on ferme des pauses ingénieurs. Et une dernière question peut-être. Peut-être Pauline, on a 30 secondes. Parce que c'est intéressant la question de la reconnaissance. Je crois vraiment que la CTI a eu quelques doutes sur la forme. Parce qu'on a une forme qui est différente, parce qu'on a une année, on a un 1+3 qui est complètement innovant en France et qui n'existe pas ailleurs. Mais par contre, cette capacité à avoir un programme qui encourage l'innovation et la créativité faisait partie des recommandations de la CTI depuis 2016. Et la CTI avait ces recommandations-là à l'ensemble des écoles d'ingénieurs en France. Et on a vraiment senti que quand la CTI a vu notre programme, a compris que là, il y a les moyens effectivement de faire quelque chose de différent et que donc aujourd'hui, on n'a aucun souci sur la reconnaissance de ce parcours par la CTI. Ok, j'avais peur que ça se déconnecte dans 15 secondes parce que j'ai un décompte de temps, mais apparemment, c'est bon. On m'a fait un message pour me dire que voilà, ça n'allait pas se couper
Je voyais je me suis dit, on va pas voilà, savoir ça. J'avais la question de Delphine, qui est aussi une maman, alors qui, je crois, c'était pas dans le parcours ouvert, mais qui se demandait si le parcours encourageait les candidatures des jeunes femmes, et puis si ce parcours était, est-ce que c'était différent, voilà, cette question de l'accès des filles, est-ce que c'était différent des autres parcours sur cette dimension? Alors, on a beaucoup plus de filles dans le parcours ouvert qu'en classe intégrée, surtout qu'en apprentissage. C'est un parcours qui est ouvert au bac, enfin les feux, hein, on va dire bac ES, S, SVT, SI, STI 2D, STL, enfin voilà. Et du coup, ce sont des bacs enfin en tout cas les bacs littéraires, hein, L ou ES, sont des bacs beaucoup plus féminisés, et ce qui fait que effectivement les filles qu'on accueille dans notre promotion sont plutôt orientées sont plutôt issues de ces bacs. Oui, on a vraiment plus de filles en parcours ouvert que dans les autres parcours. Voilà, ça c'est incontestable. C'est un fait. Et j'espère que ça va continuer parce qu'on veut des filles. Vraiment. Ça donne une connotation Oui, dans le parcours. on voit aussi que c'est un parcours qui était ouvert, donc effectivement ouvert aussi à la mixité, hommes-femmes notamment, c'était important. Donc c'est vrai qu'on le ressent aussi. Moi, je trouve que ça se ressent dans pareil, dans ces petites vidéos qu'on vous avait envoyées, etc. On voit très bien qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont inscrites et puis qui sont tout à fait heureuses d'être dans cette formation, qui justement favorise aussi les travaux de groupe. Enfin, c'est très adapté, hein, à tout ce qu'on peut. Oui, moi, dans mon année de OP, les déléguées sont toutes les filles. C'est chouette. Alors, du coup, voilà, donc on a encore quelques petits instants. Bon, je vois que les personnes se déconnectent quand même au fur et à mesure. Évidemment, il est 14 heures, donc il y a des réunions qui doivent démarrer ou d'autres choses. N'hésitez pas, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Autrement, bon, c'est dommage, on n'a pas eu l'étudiant, il n'a pas dû réussir effectivement à se connecter. Tu peux nous en parler 2 minutes, Anne, de cet étudiant, parce que c'est vrai que tu avais pensé à lui pour des raisons en particulier. Alors, j'avais invité Quentin, qui est un élève de O1 à Lille. Ce garçon a fait toutes ses études au lycée international de Madrid, et il est venu il a fait une année de classe prépa qui s'est plutôt mal terminée, et qui a souhaité rejoindre le parcours ouvert. C'est un vrai choix pour la pédagogie, pour l'ouverture à l'international, vraiment dans la manière de travailler. Et je trouvais qu'il était d'un bon témoignage, parce que c'est un parcours en 6 ans. Il a déjà fait une année et il n'a pas eu peur de reprendre un parcours long. Et parce que c'est vraiment le projet qui l'intéressait, et c'est dans ce sens que je trouvais que c'était un très beau témoignage. Et en plus, il vient de l'étranger, donc ça donne aussi ces étudiants qui ont fait leurs études j'allais dire ailleurs, ils ont une approche et une belle culture qui fait que on a une mixité dans nos classes qui sont intéressantes. Eh ben, merci beaucoup, Anne et Nicolas. Je pense que voilà, là, on a plus de questions, tout le monde se déconnecte. En tout cas, c'était vraiment passionnant d'avoir ce retour de votre part sur le parcours ouvert. C'était un éclairage, je pense, vraiment intéressant. Et puis, j'ai l'impression qu'on a eu aussi quelques, justement, parents qui étaient là, qui étaient connectés et qui ne connaissaient pas ce parcours, parce qu'ils avaient des enfants qui ont dû être à l'ICAM avant qu'il existe. Donc, je trouve que c'était aussi très, très intéressant d'avoir ce public-là avec nous aujourd'hui. Donc, merci. Normalement, la conférence a été enregistrée, donc on va pouvoir peut-être la rediffuser. On vous tiendra au courant. Et puis, demain, nous avons une belle illustration aussi de ce qui se fait dans le parcours ouvert, puisque c'est Rémi
Camille qui va nous parler des Fab Labs à l'ICAM et qui va nous parler de tout ça. Donc, n'hésitez pas à revenir demain à 18h, même site, nouvel intervenant, moins de soucis techniques, j'espère. La 3e fois sera la bonne. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci Pauline, merci monsieur, madame.